cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit guide sur Budapest. Si tu l'as pas suivi, j'ai déjà sorti le Travel Diary à ce sujet. Et comme d'habitude, bien évidemment, je reviens toujours sur mes voyages pour vous donner mes quelques conseils, quelques informations sur où dormir, quand partir, combien de temps y rester, les activités, le budget et tout ce qui s'ensuit. Donc vous allez recevoir toutes les informations nécessaires pour y préparer votre city trip. Pour moi, Budapest, on peut y aller n'importe quand, peu importe le moment de l'année, que ce soit printemps, été ou hiver. Budapest est agréable en toute saison, même si en ce qui me concerne, je dois l'avouer, je privilégierais les mois d'automne et les mois d'hiver. Pourquoi? Parce que Budapest est connu surtout pour ses thermes. Ses bains sont à une certaine température, sont assez chauds, et surtout dans les bains Széchenyi sont à l'extérieur, et donc du coup je trouve ça particulièrement agréable de profiter de bains chauds l'hiver et dans des températures un petit peu plus froides, parce que l'on profite justement de ces bains chauds quand il fait plus froid à l'extérieur et ça fait un petit peu une différence de température. Moi personnellement je trouve ça extrêmement agréable. En plus les bains Széchenyi ferment assez tard et je trouve ça un petit peu chouette de pouvoir être dans les bains quand il fait noir dehors. Je trouve que c'est une expérience un petit peu atypique en ce qui me concerne. Et il faut savoir aussi qu'en hiver, Budapest a de très jolis marchés de Noël. Il y en a plusieurs dans la ville, 3 ou 4 il me semble, et possède également la plus grande patinoire d'Europe. Donc si tu veux profiter d'un des plus beaux marchés de Noël européens, sache que tu peux t'y rendre de fin novembre jusqu'à fin décembre pour pouvoir profiter de cette super ambiance. Attention bien évidemment, à cette période les prix sont peut-être un petit peu plus élevés parce que c'est une période un petit peu plus touristique. Les mois les plus touristiques seraient juillet, août et octobre, comme ça tu es également prévenu. Budapest est parfait pour un city trip et en soi la ville n'est pas très grande, cependant il y a quand même pas mal de choses à voir et pas mal de choses à visiter. Donc pour moi 2 jours c'est peut-être un petit peu court, surtout qu'il faut compter ton vol aller et ton vol retour. En plus quand tu vas à Budapest c'est surtout pour profiter des bains Széchenyi, il y a quand même pas mal de thermes différents à voir, il y a les hammams, il y a les saunas, il y a les bains Gellert en plus, il y a d'autres complexes de thermes que les bains Széchenyi justement. Donc si tu veux vraiment profiter de Budapest du début jusqu'à la fin, pour moi il faut un bon 4 jours pour en profiter. Ce n'est pas la première fois pour moi que j'allais à Budapest et cette fois-ci j'ai pu y retourner et faire des choses que je n'avais pas eu le temps de faire la première fois, donc comme quoi il faut quand même un petit peu de temps pour visiter la ville, même si de premier abord elle a l'air assez petite. Il y a la visite du Parlement, il y a la visite de la basilique, forcément il y a les bains Széchenyi, il y a les bains Gellert. Et en ce qui concerne les bains Széchenyi, pour moi il faut passer 4-5 heures. Ce qui est assez chouette c'est que tu peux y arriver en fin d'après-midi et y rester jusqu'à 21h sans aucun souci, donc jusqu'à la fermeture, donc ça te permet entre guillemets de profiter de toute ta journée pleine pour pouvoir voir les choses de jour et donc du coup de faire les activités payantes, les visites et tout ce qui s'ensuit. Donc ça c'est assez chouette parce que au moins ça reste ouvert jusqu'à assez tard, mais il faut quand même avoir le temps de profiter des activités sur place. Donc prévois au moins 3 jours, ça c'est sûr, 4 c'est le top. Depuis l'aéroport, c'est assez simple, il suffit de prendre le bus 100E. Il te mènera directement jusqu'au centre-ville sans trop de problème. Il fait 2 à 3 stops en fonction de là où tu souhaites aller. Soit tu prends le premier, soit le deuxième, soit le troisième. L'aller coûte 1500 forints, ce qui fait à peu près 3,50 €. Et il faut savoir qu'il n'y a pas forcément de billet aller-retour. Il faut acheter un aller et un retour, mais t'es pas gagnant dans le sens où c'est 1500 forints l'aller, 1500 forints retour. Donc bon, à 3,50 € le billet, franchement, c'est pas dramatique. Les billets s'achètent au petit automate qui se trouve juste en face de l'arrêt de bus à l'aéroport. Donc en fait tu sors de l'aéroport, tu as directement ces petits automates juste à côté de l'arrêt de bus. C'est très bien indiqué, il faut juste suivre les panneaux. Et ensuite il suffit juste de faire la file, encore une fois c'est très bien indiqué. Et puis alors il y a des gens de toute façon qui sont là pour scanner votre billet. Et pour le retour il faudra acheter un autre billet. C'est encore une fois assez bien indiqué. Google Maps vous aide aussi assez facilement à trouver l'arrêt en question. Et il faudra par contre faire bien attention à acheter votre ticket à l'avance bien évidemment. Et pour l'acheter il suffit d'aller dans les stations de métro souterraines pour pouvoir trouver ces fameux automates. La traversée est assez rapide, entre 30 et 40 minutes il me semble. Si vous voulez être plus tranquille au niveau de l'achat des billets, sachez que vous pouvez également télécharger une application sur votre téléphone. Ça rendra la chose un petit peu plus facile et un peu moins stressant parce que vous n'aurez pas à chercher d'automate pour le coup. L'application s'appelle Go Budapest et il suffit de mettre vos informations de carte bancaire et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi est-ce que nous on l'a pas fait? Parce qu'on s'en est rendu compte plus tard et parce que au moment où on a voulu mettre nos informations de carte bancaire ça ne fonctionnait pas, enfin la carte ne passait pas, je ne sais pas pourquoi chez nous ça a bugué, donc on n'a pas essayé de tergiverser à réessayer avec une autre carte. Au final vu qu'on était juste à côté, l'hôtel était juste à côté d'un arrêt de métro, on s'est tout simplement dit bon à chaque fois on va passer, on va prendre un ticket de métro comme ça, c'est tout aussi simple, ça nous a pas stressé à outrance, en plus on avait du cash et les
petits automates prenaient à chaque fois la carte. On n'a pas de frais supplémentaires en payant par carte, donc du coup pour nous c'était pas beaucoup plus stressant de payer avec ces automates qu'avec un téléphone. Ça c'est le choix de tout un chacun, mais sachez qu'il existe une application, donc si elle fonctionne chez vous, bah, tant mieux. Ce qui est assez positif avec cette application, c'est que vous pouvez rentrer dans les trams et dans les bus, parce que vous ne pouvez pas acheter vos tickets de tram et de bus directement dans les bus ou dans les trams, vous êtes obligé de les acheter à l'avance, ce qui est quand même vachement gênant, en tout cas pour nous en ce qui nous concerne, parce que nous on pouvait voyager qu'en métro, étant donné que on n'avait pas l'application, on pouvait pas l'utiliser, hein, voilà. C'est pas très dramatique parce que on a fait beaucoup de choses à pied et qu'on ne voulait pas forcément prendre les trams, on se contentait du métro. On logeait en plus en centre-ville, donc on n'a pas forcément eu cette nécessité, mais c'est vrai que gardez ça à l'esprit. Concernant le métro, et je tiens à préciser, n'essayez pas de gruger, dans le sens où vous pouvez rentrer dans le métro comme vous rentrez dans un supermarché, parce qu'il n'y a pas de barrière ou quoi que ce soit. Vous devez normalement acheter votre ticket avant de rentrer, le ticket coûte 350 forains, en gros 80 cents, ça coûte vraiment rien, et vous pouvez penser, écoutez, il n'y a pas de barrière donc je rentre et je sors. Non, parce qu'en fait il y a des contrôleurs partout. Je pense clairement que la société de transport de métro, de bus et de tram est le plus gros employeur de Hongrie, parce qu'on s'est fait contrôler tout le temps. À l'entrée, à la sortie, dans le métro, dans les stations, pendant qu'on attendait le métro, enfin bref, c'était vraiment genre, je ne rangeais même plus mon ticket, je le gardais tout le temps à la main parce que je me faisais contrôler tout le temps. C'était assez intense comme truc. Donc n'essayez pas de gruger, ça ne sert à rien, surtout que le ticket coûte 80 cents, donc ça ne vaut même pas la peine. Et il faut savoir que vous êtes obligé de composter votre billet avant de descendre les escalators. Vous avez des petites machines oranges dans lesquelles vous devez mettre votre ticket, et en fait ça imprime un petit numéro dessus. Tant que vous n'avez pas composté votre ticket, il n'est pas considéré comme valable. Donc si vous vous faites contrôler et que votre ticket n'est pas composté, vous allez recevoir une amende. Donc faites-le, ça ne coûte rien, surtout pour 80 cents, ça ne vaut pas la peine. Et dans les bus c'est pareil, il faut composter, dans les trams il faut composter, s'il vous plaît faites-le. Franchement on s'est fait contrôler à chaque fois et plusieurs fois, donc ça ne sert à rien de gruger. Concernant les cartes à la journée, si vous êtes à Budapest, il existe des cartes 24, 48 heures et 72 heures, et vous pouvez vous poser la question de est-ce que c'est intéressant. Alors en ce qui nous concerne, on a fait un petit peu le calcul, vu qu'on ne voyageait qu'en métro, en fait on s'est rendu compte que ça ne valait pas la peine, hein, parce que le trajet de métro coûtant 80 cents, il fallait faire plus de 7 trajets de métro par jour pour pouvoir faire valoir cette carte à la journée. Et clairement, vu qu'on était en centre-ville, on n'allait pas faire 7 à 8 trajets de métro par jour, donc la carte ne valait pas la peine. Si vous logez à l'extérieur de Budapest, potentiellement réfléchissez-y, parce que ça pourrait être intéressant, mais encore, Budapest, je trouve que ça reste assez facile d'y voyager à pied, du moins à l'intérieur de la ville. C'est ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont jolis, il y a pas mal de parcs, c'est assez intéressant, tout du moins pour moi, c'est une ville, ça se visite surtout à pied, parce que c'est là qu'on voit les choses qui sont assez sympathiques à faire, donc je ne vois pas l'intérêt d'acheter une carte à la journée, mais ça reste mon avis personnel. Et honnêtement, franchement, ici on a utilisé le métro 4 fois sur les 3 jours qu'on a passé sur Budapest. Donc clairement, si on avait pris une carte 72 heures, ça nous aurait vraiment servi à rien. Il faut savoir que la ville est divisée en deux. On a Buda et on a Pest. Buda, c'est toute la partie historique, là où il y a le palais de Budavar, justement, le bastion des pêcheurs, les bains Gellert et tout ce qui s'ensuit. On a également toute la partie un petit peu montagneuse où on peut accéder à la partie haute et avoir une jolie vue sur le Danube. Et puis on a la partie de Pest, là où on a la basilique, le parlement, le quartier juif et tout ce qui s'ensuit. Concernant les activités à ne pas manquer, bien évidemment, alors on a tout ce qui est le long du Danube, notamment avec le monument à la mémoire des déportés, des juifs qui ont été assassinés lors de la Deuxième Guerre mondiale, donc 44-45. Il y a tout un mémorial avec les explications. Cette balade va vous mener jusqu'au Parlement qui est énorme et qui est l'un des plus beaux parlements du monde. Il faut savoir que, outre son côté esthétique, c'est aussi un projet architectural qui était un petit peu novateur dans le domaine, parce qu'on est sur un processus de chauffage, un processus de climatisation qui était un petit peu avant-gardiste pour l'époque. Enfin bref, lors de la visite intérieure, on explique tout ça, mais c'est très intéressant, et je trouve que la visite intérieure coûte pas très cher pour les ressortissants européens et vaut le coup d'être visité, parce que le style intérieur et le style extérieur, je trouve, sont deux choses totalement séparées, donc ça valait la peine. Pour visiter l'intérieur du Parlement hongrois, il faut réserver à l'avance parce que les tickets se vendent très vite. Ça fonctionne soit avec un guide, soit avec des audio-guides. Il faut savoir que le prix pour les ressortissants
ressortissants européens et les prix pour les non-ressortissants européens n'est pas le même. Pour les ressortissants européens, c'est un peu moins de 10 €. Et alors il faut savoir que si vous prenez vos tickets sur internet, vous avez un fee de 5000 forains, il me semble, à payer parce que vous prenez vos tickets sur internet. Et il faut savoir aussi que quand vous achetez vos tickets sur internet, vous êtes obligé de les faire imprimer pour pouvoir passer. Donc arrivez un petit peu à l'avance au Parlement pour faire imprimer vos tickets, parce que sinon vous ne pouvez pas rentrer pour la visite, et si vous arrivez trop tard, vous ne rentrez plus en fait. Il y a une heure bien définie et sinon après c'est trop tard et vous perdez votre place, donc ce serait dommage. Ensuite, du côté de Pest, on a encore tout ce qui est la basilique qui se visite également. Que moi quand j'y suis allée, le prix de la basilique était à 3,50 € juste pour rentrer dans la basilique. 3,50 €, bon, ça vaut le coup, je trouve qu'elle a été assez originale, j'avais pas vu de basilique similaire, tout du moins dans l'architecture intérieure. Donc pourquoi pas, la visite se fait assez vite et il est également possible de monter aux coupoles pour pouvoir avoir une vue à 360 sur Budapest. En ce qui nous concerne, on l'a pas fait, c'était 5 € supplémentaires. Et on l'a tout simplement pas fait parce qu'on a vu la vue sur Google View et on l'a pas trouvé si ouf que ça. On s'est dit, ouais. Donc du coup on l'a pas faite. Voilà, tout simplement. On s'était arrêté à ça. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire la vue, vous la faites. On avait un peu... Parce qu'en fait il y avait une file pour prendre l'ascenseur pour monter jusqu'à la coupole. Et on avait aussi un peu la flemme de faire la file pour monter à la coupole. J'avoue. Ensuite, il y a le quartier juif et la synagogue qui sont très jolis. On a bien évidemment le parc des Thermes, enfin du moins le parc des Bains et Chénis qui est très agréable à visiter. Il y a pas mal de petites statues, surtout en automne, les couleurs sont très jolies. Et puis on a les Bains et Chénis. L'entrée coûte 20 € pour avoir accès au locker et tout ce qui s'ensuit. Donc le locker est de toute façon compris dans l'accès au bain. Si vous voulez une cabine privée, il faut payer un supplément. Je vous conseille d'apporter votre propre serviette et vos propres tongs parce que bien évidemment vous pouvez acheter sur place, mais ce serait un peu dommage de gaspiller de l'argent pour rien. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez, il faut savoir que le ticket c'est un ticket à la journée, donc voilà, si vous arrivez à 8 h du matin et que vous repartez à 21 h, c'est la même chose. Mais franchement pour moi c'est une activité qu'il ne faut pas manquer. Si tu vas à Budapest sans faire les Bains et Chénis, ça n'a pas trop de sens. Je sais aussi qu'il y a les bains Gellert, alors vous pouvez le faire. En ce qui me concerne, on est rentré dans les bains Gellert et au final on n'y est pas allé. Pourquoi? Parce que déjà c'est un petit peu moins cher de faire les bains Gellert, mais pour connaître des gens qui y sont allés, à chaque fois on a reçu les mêmes commentaires qui sont: la piscine principale est super jolie mais le reste c'est pas ouf, on a préféré les Bains et Chénis. Et je dois avouer que quand on a peu de temps à Budapest et que nous on avait déjà fait les Bains et Chénis, on avait été ravis de l'expérience, on n'avait pas forcément envie d'aller au bain Gellert et de se dire on va forcément partir sur une expérience décevante par rapport à ce qu'on connaît des Bains et Chénis, donc on a voulu retourner aux Bains et Chénis. Si j'avais eu plus de temps sur Budapest, possiblement j'aurais fait les Bains Gellert, mais je n'avais pas forcément ce temps. Donc si vous avez 4 jours sur place et que vous dites ok j'ai le temps de faire les Bains Gellert, faites-les, comme ça vous aurez la possibilité de vous faire votre propre opinion. Malheureusement nous on n'avait pas le temps de faire les Bains Gellert et à choisir entre les deux, vu l'opinion de beaucoup de personnes, on a préféré choisir les Bains et Chénis. Pas loin des Bains et Chénis, il y a également le Heroes Square qui est très joli à voir, mais bon on n'y passe pas des heures non plus. Fun fact, au moment où on y est allé, il y avait une course épique tout autour du Heroes Square. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas il y en avait une. Il y a bien évidemment toute la rue commerçante qui est très jolie, il y a pas mal de boutiques, c'est assez sympathique. Il y a également les halles qui sont super sympas, pour acheter des souvenirs, mais également pour pouvoir tester des petits produits locaux, notamment au niveau de l'alimentation, pour pouvoir essayer des plats traditionnels, notamment la goulash, le langos ou encore d'autres choses qui sont typiques de Hongrie. Les halles sont divisées sur 2 niveaux, donc on a le rez-de-chaussée et le premier étage. Le rez-de-chaussée c'est plutôt sur tout ce qui est alimentaire, un petit peu genre boucherie, pâtisserie, conditoria, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais épices et tout ce qui s'ensuit. Donc si vous avez envie par exemple d'acheter tout ce qui est paprika, piment, parce que c'est typique de la Hongrie, vous pouvez acheter ça là-bas. Et ensuite on a le premier étage, là où il y a tout ce qui est souvenirs. Ça coûte la même chose, je dirais, que dans les rues commerçantes. Et on a également une petite partie qui est plutôt sur petite restauration sur le pouce, donc on trouve du langos, de la goulash, enfin bref, un petit peu tout ce qui est traditionnel hongrois. Et c'est là personnellement où nous on est allé manger, parce que j'aime bien un petit peu l'ambiance. Tout à l'heure j'ai parlé aussi d'une balade à côté du Danube, mais sachez que vous pouvez également faire une croisière sur le Danube, et ce de nuit. C'est très très joli. Il y a pas mal d'activités proposées sur Get Your Guide, donc n'hésitez pas à aller checker là-bas. Il y a également différents points de vue sur Budapest dans les hauteurs de Buda. Je les mettrai vite fait à l'écran, comme ça vous pouvez voir lever ou coucher de soleil. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ce genre de point de vue. On a également le palais de Budavar. N'hésitez pas à faire la petite balade derrière, il y a une jolie fontaine. À faire à la balade devant, vraiment avec la vue sur Pest, justement, avec le Parlement. La basilique, c'est très joli. Et puis alors on a tout ce qui est bastion des pêcheurs. Concernant le bastion des pêcheurs, sachez qu'il est sur 2 étages également.
facilement et que vous pouvez payer pour monter au premier étage. Honnêtement, gardez votre argent, ça ne sert à rien, la vue est exactement la même, c'est pas parce que vous montez 3 marches qu'elle sera différente, donc franchement, gardez votre argent. Si vous voulez profiter de justement du palais de Boudavar et du bastion des pêcheurs sans trop de monde, vraiment profiter du petit matin, les couleurs sont vraiment somptueuses parce que le soleil se lève en face, donc du coup je trouve que ça donne de très jolies couleurs, et puis au moins vous êtes un peu tranquille parce que c'est l'un des endroits les plus touristiques de Budapest, donc il y a beaucoup de gens qui y viennent. Vous avez également l'église Matthias aussi qui est très très jolie, donc n'hésitez pas à vous faire une petite balade là-bas, franchement c'est très agréable. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour au niveau des ponts. Pour les activités, il y a également le pont Charles. Attention cependant, le pont Charles pour l'instant est en travaux jusqu'à 2023. Et 2023 c'est une date un petit peu obscure, parce que ce sera début 2023, fin 2023, personne ne sait, mais en tout cas pour l'instant il est en travaux. Avant de parler de notre hôtel, je vais vous donner les quartiers de préférence où dormir sur Budapest. Alors bien évidemment, je vous conseille de rester en centre-ville, notamment pour éviter des temps de transport inutiles et de perdre du temps sur place. Je trouve pas que Budapest soit une ville extrêmement chère au niveau des hôtels, donc faites-vous plaisir là-dessus. Parmi les quartiers à privilégier, il y a celui de Belvaros, qui est le quartier central, notamment là où se trouve la basilique. Ce sera probablement l'un des quartiers les plus chers, parce que c'est là où il y a la rue commerçante, le quartier touristique et tout ce qui s'ensuit, mais vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, là où tout se passe. Vous avez également le quartier de Buda, qui est là le quartier historique, peut-être un tout petit peu moins cher au niveau des prix, mais bon, la différence sera pas énorme. C'est là où il y a le palais, c'est là où il y a le bastion des pêcheurs, donc du coup vous serez également dans un endroit, j'ai envie de dire, un petit peu central, mais il faudra traverser le pont pour pouvoir faire en sorte de rejoindre Pest à un moment donné, donc il y a un moment de toute façon vous allez du mauvais côté de la rive. Autre quartier où vous pouvez loger, c'est Teresvaros. Pour le coup, c'est le quartier très élégant, très chic, c'est le quartier aux alentours de l'opéra, donc ce sera des prix un petit peu plus pricey, mais c'est très beau comme quartier. Donc si vous cherchez un petit peu d'expérience, un petit peu classique, voilà, c'est clairement un endroit où vous pouvez trouver. Il y a sûrement des logements pas chers si vous cherchez des appart-hôtels ou ce genre de choses, un petit peu sur Airbnb. À l'époque, c'est là où on avait logé, mais j'avais trouvé un Airbnb vraiment pas cher, mais c'est vrai que c'est un très joli quartier. Autre quartier, c'est celui de Erzsébetváros. Là, c'est plutôt un quartier pour les fêtards. Si vous voulez du calme, je vous conseille pas ce quartier, mais c'est le quartier juif. C'est là où il y a tous les bars, c'est là où il y a tous les restaurants. Donc c'est un quartier très vivant, donc si vous voulez aller à Budapest pour faire la fête, c'est clairement là où il faut aller. C'est clairement aussi l'un des quartiers où on trouve les meilleurs prix sur Budapest, mais par contre, c'est un quartier assez bruyant, parce qu'on y fait la fête. Donc ça, voilà, il faut quand même toujours avoir un compromis. Deux autres quartiers assez intéressants, c'est celui de Józsefváros et celui de Ferencváros. Privilégiez la partie ouest plutôt que la partie est, pour la simple et bonne raison que la partie ouest, c'est une partie qui est beaucoup plus éloignée, un peu plus vétuste aussi, donc moins attrayante, j'ai envie de dire, bon forcément moins cher, mais restez un petit peu plus proche du centre-ville. C'est notamment là où il y a les halles, là où il y a les musées, tout ce qui est partie est, donc c'est encore assez intéressant. Les prix sont un petit peu moindres que dans le centre-ville, donc c'est un endroit, je trouve, qui reste assez central. Il y a pas mal d'arrêts de tram, arrêts de métro et arrêts de bus. Les prix sont tout à fait intéressants et vous êtes encore à pied, pas trop loin de tout ce qu'il y a à voir sur Budapest. Concernant notre hôtel, nous avons logé dans un hôtel 4 étoiles qui s'appelle l'hôtel Rome. Pour le coup, c'était vraiment un très chouette hôtel. Il a un bar rooftop avec le skyline de Budapest, enfin bref, c'était vraiment super. C'est là où on sert le petit déjeuner. C'est un wine bar le soir où on peut y manger un petit peu sur le pouce. On a vraiment été ravis de ce choix d'hôtel. Le service était sympa. Il y a un restaurant étoilé, une étoile au rez-de-chaussée. Je trouve que le prix était encore correct. Donc je suis assez contente de mon choix. Au niveau localisation, c'était pas mal non plus. On n'était pas trop loin de l'arrêt de métro et de l'arrêt de bus de l'aéroport non plus. Donc ça c'était chouette. Je mettrai comme d'habitude le lien de l'hôtel en barre d'infos si ça t'intéresse. Bien évidemment, il y a plusieurs spécialités à goûter en Hongrie, notamment le langosh, donc c'est cette fameuse pâte à pain qu'ils font frire un peu en forme de crêpe, qu'ils tartinent d'une sauce blanche avec du fromage, du jambon, enfin tu peux mettre plein de choses dessus en soi. Il y a bien évidemment la goulash, il y a des brioches, il y a les petits fourrés au fromage, moi j'adore les fourrés au fromage, il y a le paprika, il y a les piments qui sont typiques de la Hongrie. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas il y en a partout. Il y a pas mal de choses à tester, comme d'habitude je te mets une liste à l'écran des choses à ne pas manquer en Hongrie. Pour les restaurants à conseiller, je te conseille le Ruben, c'est dans le centre-ville et c'est de la cuisine traditionnelle hongroise. Si tu veux aussi la cuisine traditionnelle hongroise à petit prix, tu peux également aller dans les halles. Pour information, en Hongrie on paye par carte partout, donc ça sert à rien de nécessairement tirer du cash. Autre restaurant slash activité que beaucoup de gens font sur Budapest, c'est le New York Café. C'est très connu parce que le cadre est extrêmement joli et je dois avouer qu'en bonne victime et instagrammeuse, j'ai voulu y faire un tour et c'est un petit peu parti en cacahuète.
Alors déjà de 1, j'y suis allée un dimanche et je pense que c'est clairement pas le bon moment pour pouvoir y aller. Donc si tu souhaites aller au New York Café le week-end, je te conseille fortement de réserver tes places. En soi, pas un problème, tu te dis, tu peux appeler ou encore te rendre sur le site internet pour pouvoir réserver ta place. Mais cependant, il faudrait que le site internet fonctionne parce que le site internet ne fonctionnait pas, il était HS. Et puis ensuite, c'est bien d'avoir un numéro de téléphone, mais avoir quelqu'un qui décroche au bout du fil, ce serait encore mieux. Donc du coup, c'est un petit peu une expérience mitigée, si je peux dire. Donc quand on est arrivé là-bas, en fait, il y avait 2h30 de fil pour pouvoir rentrer dans le café, parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de tables. On était dimanche après-midi, on est arrivé début d'après-midi, et clairement, je ne fais pas 2h30 de fil pour pouvoir aller me chercher 2 pâtisseries et un café. C'est hors de question. Et pour pouvoir faire 3 photos Instagram. Je sais qu'il y a des gens qui le font, moi je ne le fais pas. Je suis là pour profiter de mon séjour. S'il y a de la place, il y a de la place. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc si vous voulez y aller, je vous invite fortement à réserver. Entre temps, est-ce que le site fonctionne? Je ne sais pas, je n'ai pas encore vérifié. Je vérifierai lors du montage de cette vidéo. Peut-être qu'avec un peu de chance, oui. Mais franchement, ne perdez pas votre temps à faire la file pendant 2 heures pour au final passer 10 minutes dans un café. Ça ne vaut pas le coup. Peut-être que c'est de ma faute et que j'aurais dû me renseigner plus sur la question. C'est vrai que quand j'ai vu plusieurs influenceurs en faire la promotion, il n'y en a aucun d'entre eux qui ont parlé de réservation ou encore du fait qu'il fallait faire la file pour y rentrer. Et donc du coup, je n'ai jamais pensé au fait qu'il fallait faire une résa ou faire la file. Franchement, c'est mon erreur, hein. Si on en fait autant la promotion sur Instagram, j'aurais dû me douter qu'il y avait anguille sous roche. Et cela dit, ça n'enlève non plus rien à la gastronomie qui les y servent, parce que les desserts ont l'air dingue. Cependant, bien évidemment, les prix accompagnent la beauté du lieu et la beauté des desserts. Voilà, donc je sais qu'on n'y sert pas uniquement des desserts, mais c'est l'un des endroits les plus chers de Budapest, donc il faudra aussi prévoir de mettre la main au portefeuille. Autre expérience un petit peu fancy, mais pour le coup qui s'est bien passée, nous avons mangé dans un restaurant étoilé. Alors j'en vois déjà beaucoup me dire, oui, ça fait beaucoup d'argent pour au final juste manger, je vois pas du tout l'intérêt. Je suis d'accord, parce que avant, j'étais toujours d'un avis assez critique face à ce genre d'expérience en disant oui, dépenser 400 balles dans un restaurant étoilé, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est comme les voyages. Les voyages, c'est beaucoup d'argent et en soi, c'est un investissement sur toi-même, c'est un investissement sur ta personne, ça touche un peu au développement personnel, tu apprends des choses sur la culture, sur la tradition des pays, tu découvres des choses, mais ça ne va pas t'apporter quelque chose financièrement parlant, c'est juste de l'argent que tu ne reverras jamais. Si tu veux te nourrir, tu peux très bien aller chez McDo, dans un restaurant basique, tu sortiras de là également repu. Le principe d'un restaurant étoilé, c'est pas de manger, c'est surtout de vivre une expérience. Et pour moi, un voyage, c'est une expérience, et le restaurant étoilé c'en est une également. Le restaurant étoilé, c'est pas quelque chose qui parlera à tout le monde, et parce que notamment tout le monde ne peut pas se l'offrir, et j'en suis totalement consciente, et je mesure la chance que j'ai de pouvoir m'offrir ce genre d'expérience. Mais je tiens à en parler parce que, avant de pouvoir tester, et avant qu'on m'en parle, parce que la première fois que j'ai mangé dans un restaurant étoilé, c'est parce qu'on m'a offert cette expérience. D'ailleurs, merci à mon beau-frère qui m'a offert cette expérience, parce que sinon j'aurais jamais mangé dans un restaurant étoilé avant. Et avant qu'on m'offre ça, c'est vrai que lui m'avait dit mais non mais tu ne comprends pas et tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas vécu. Pour moi, un restaurant étoilé, c'était un endroit très guindé où les gens se pétaient plus haut que leur cul, hein, appelons un chat un chat. C'était des gens qui toisaient les autres, qui se prenaient plus haut que la société et... Bref, je ne comprenais pas le délire du restaurant étoilé et je ne comprenais pas le principe. Donc du coup, mon beau-frère m'a amené dans un restaurant étoilé, m'a fait comprendre ce que c'était et que tu peux bien évidemment te considérer plus haut que le reste de la société parce que tu vas dans un restaurant étoilé et si c'est le cas, tu es con. Mais en fait, le restaurant étoilé, c'est surtout une expérience, c'est la sensibilité d'un cuisinier et toute une équipe d'un cuisinier parce que ce n'est pas un seul cuisinier, c'est toute une équipe et c'est pour moi une expérience que j'avais envie de revivre, que je revivrai sûrement dans le futur et surtout ce que j'ai apprécié ici, c'est que j'ai vécu une expérience étoilée dans un pays étranger et donc du coup j'ai pu découvrir la sublimation, je sais pas si ça se dit, mais d'une cuisine que je ne connais pas et qui est la cuisine hongroise. Quand tu vas manger dans un restaurant basique, j'ai envie de dire touristique, tu vas manger de la goulash, elle va être très bonne ta goulash, mais disons que c'est de la goulash comme tu mangerais de la goulash dans n'importe quel restaurant touristique. Tu peux essayer de trouver un restaurant bistronomique, gastronomique, et là elle sera déjà un petit peu travaillée ta goulash, ce sera déjà un petit peu différent. Et là t'es dans un restaurant une étoile guide Michelin, et là c'est encore tout un autre monde. Et ce qui était chouette, c'est que, outre le fait que y a la cuisine qui est travaillée, t'as un contact avec les serveurs, tu parles avec les gens, on en a appris sur la gastronomie hongroise, on a parlé avec les serveurs, le sommelier, on a
goûté que des vins hongrois. Moi déjà je savais même pas qu'il y avait du vin en Hongrie. On est allé au Laurel. À la base on voulait aller au Salt, donc au Salt qui est le restaurant étoilé de notre hôtel, mais en fait il était plein. Je m'y suis pris un peu à la bourre pour faire les lézards. Et franchement l'expérience était incroyable du début jusqu'à la fin, de la manière dont on vous accueille, vous avez l'impression que vous êtes la personne la plus importante sur cette terre. C'est tout un ballet en fait. C'est la manière dont on vous accueille à votre table, la manière dont on vous sert vos verres. Enfin, mon conjoint et moi, on était servis exactement en même temps, enfin c'était synchronisé, j'avais un petit tabouret pour poser mon sac à main, et on apportait vos plats en même temps, on apportait vos couverts en même temps, tout était synchronisé, enfin c'est un souci du détail qui est incroyable, et c'est vrai que beaucoup de gens disent ouais mais c'est beaucoup d'argent pour la nourriture, et ce n'est pas que la nourriture, c'est tout le service, c'est le sommelier, c'est le vin, ce n'est pas toujours une viande d'exception, parce que j'ai mangé aussi des viandes qui sont techniquement pas considérées comme nobles, j'ai mangé de l'oreille de cochon, enfin tu vois, tu pourrais dire tu vas dans un restaurant étoilé pour manger de l'oreille de cochon, mais c'était incroyable, c'est ça qui était fou, c'est que ils ont revisité des matières nobles et des matières non nobles, et ça je trouve ça beau parce que tu touches vraiment à tout. On a goûté une cuisine qui était incroyable, c'était de la cuisine hongroise revisitée avec des techniques asiatiques et une petite touche française sur certains points. C'était un menu 11 services avec l'accord 20, l'équipe était incroyablement gentille et ils ont compris qu'on parlait français, donc du coup ils se sont intéressés à nous aussi, et ça je trouve ça chouette parce que quand tu vas dans un restaurant, les restaurants dans le centre-ville, tu vois, c'est un petit peu différent parce qu'ils ne prennent pas forcément le temps de parler avec les clients, parce que c'est beaucoup plus touristique, ils ont beaucoup plus de monde, et là ils prennent vraiment le temps, et c'est ça que j'appréciais parce qu'ils t'expliquaient le plat, tu pouvais poser des questions, ils y répondaient, ils t'expliquaient la Hongrie, ils nous ont expliqué les différentes régions, d'où ça venait, comment c'était préparé. Il y a eu un réel échange, c'était pas uniquement genre est-ce que ça va ? Oui ça va, super. Non, c'était vraiment, il y avait vraiment une communication, on a extrêmement bien mangé, on a découvert du coup la cuisine hongroise sous toutes ses formes et pas uniquement le langos et la goulash qu'on te sert partout dans tous les restaurants du centre-ville. Donc ça c'était chouette parce qu'on a découvert aussi des produits locaux qu'on ne vend pas partout dans les autres restaurants, parce que j'ai envie de dire c'est la cuisine un petit peu plus travaillée. Et je trouve que quand bien même vous n'avez pas forcément l'argent de vivre une expérience étoilée, vous pouvez essayer d'avoir peut-être trouvé un restaurant un petit peu plus chic, un petit peu plus bistronomique, un petit peu plus gastronomique, parce que je vous jure, l'expérience vaut le coup d'être vécue, surtout à l'étranger, parce que ça vous apprend d'autres choses sur la gastronomie locale. Et je trouve ça vraiment chouette. Je tiens encore à faire un léger disclaimer sur le budget, parce que je parle souvent de destinations pas chères et que Budapest revient dans les destinations que je cite en destination pas chère, et vous allez vous dire oui mais avec ton budget là c'est pas une destination que je peux m'offrir. Bon, bien évidemment il faudra potentiellement enlever le restaurant étoilé et prendre en compte également que je ne peux pas voler avec des compagnies low cost parce que mon aéroport n'est pas desservi par des compagnies low cost, donc forcément ça s'en ressent beaucoup sur les prix, mais je pense que à ce budget total par personne que je vais vous citer ici, vous pouvez facilement enlever 250 à 300 € pour pouvoir avoir une idée de ce qu'un petit budget pourrait représenter pour vous pour un week-end de 3 jours à Budapest. Mais si vous souhaitez vivre le même type d'expérience, c'est-à-dire une expérience un petit peu, je ne sais pas moi, vous prévoyez de faire un anniversaire incroyable pour vos 30 ans, pour vos fiançailles ou votre lune de miel ou peu importe, hein, que sais-je, et que vous voulez avoir ce type d'expérience, je trouve ça aussi intéressant de vous partager des prix d'expérience un petit peu plus pricey, hein, on va poser les mots, parce que ce n'est pas parce qu'on voyage pas cher le reste de l'année qu'on est toujours obligé de se contenter de destinations pas chères. On peut se faire parfois plaisir sur d'autres choses. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées de savoir combien est-ce que ça coûterait ce genre d'expérience, au moins comme ça vous avez des chiffres. Concernant l'hôtel 4 étoiles pour 2 nuits, nous avons payé 92 € par personne. Pour l'avion, j'ai payé 101 € avec un vol Lufthansa, aller-retour. Pour les transports au total, j'ai payé 10,20 €. Pour l'alimentation, j'ai payé 285,30 €. Pour les activités, j'ai payé 34 €. Ce qui nous vaut un total de 512 € par personne pour 3 jours à Budapest. Encore une fois, il faut enlever 205 € exactement par personne pour le restaurant étoilé. On peut facilement aussi enlever 50 € pour le vol parce qu'il est facilement possible de trouver des vols aller-retour avec Ryanair ou Wizz Air pour 50 €. Vous pouvez vous revoir vraiment ce budget à la baisse pour un voyage petit budget. Voilà en ce qui concerne mon budget. Encore une fois, il y a moyen de faire beaucoup moins cher. Ça dépendra de l'expérience que vous souhaitez. Cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir parce que parfois j'oublie quelques informations. Si je les mets pas au montage, j'y répondrai en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.